Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdomadaire sur tendanceouest.com et toutes les applis Tendance. Le retour cette semaine du Club Hack tout seul et du Club Malherbe tout seul. Comme ça, on va pouvoir se consacrer en totale partie dans vos émissions préférées à vos clubs préférés. Et dans ce Club Hack qui marque le retour de ces émissions scindées, on parlera évidemment des Ciels et Marines, mais on parlera aussi de la Coupe de France dans les départements hauts-normands. Coupe de France qui a vu son 5e tour s'achever le week-end dernier. Et l'on connaîtra le 6e dès ce mercredi. Et ce sera passionnant forcément. Et pour être avec nous aujourd'hui, vous en avez l'habitude maintenant, il est quasiment toutes les semaines présent sur ce plateau pour parler des Ciels et Marines. C'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Salut Sylvain, bonjour à tous. Salut à toi Mathieu Billot du Foot Normand. Salut Sylvain, salut à tous. Et salut à toi Gilles Duménil d'actu.fr. Merci pour cette première Gilles, c'est un plaisir de te recevoir. Salut Sylvain, bonjour messieurs. Bon, messieurs, on va y aller tout de go, malheureusement. Alors, on va dévoiler un petit secret de off, comme on dit. On en parlait avec Gilles Duménil il y a quelques minutes de cela, en préparant cette émission. On sait, malheureusement, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, encore ennuyé sur ce Havre-Châteauroux, match nul, un but partout. Malheureusement, oui, c'est le refrain habituel. On a l'impression que ça se répète semaine après semaine, ce hack qui n'arrive pas à enclencher une série positive. Là, pourtant, il y a pour espérer justement enclencher une première victoire, un match à domicile, après une trêve internationale durant laquelle les hommes de Paul Le Guen avaient pu se reposer physiquement et puis mentalement. Un adversaire en face qui est candidat sur le papier au maintien, malgré tout le respect qu'on lui doit. Et puis, le hack a ouvert la marque. On aurait pu se dire que le hack allait se libérer et puis enchaîner. Et puis, finalement, ça n'a pas suivi. Les Castelroussins sont revenus à la marque. Et puis, derrière, on a eu deux équipes qui se sont jaugées. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est peut-être le seul point positif, c'est que ça n'a pas basculé du côté de Châteauroux. Mais bon, c'est très maigre sur ce bilan. Le hack devait faire beaucoup mieux et devait l'emporter. Le hack devait faire beaucoup mieux. Gilles Duménil, c'est ton avis aussi? Oui, parce qu'on partait encore sur une quête de rédemption après le 3-0 à Charletti. Et au final, face à une équipe de Châteauroux qu'on connaît depuis longtemps en Ligue 2, arrive un scénario malheureusement classique où ça veut pas, on réussit pas. On a une ouverture du score dans les 10 premières minutes d'un Meras qui descendait de l'avion pour Thierry qui à nouveau réussit et c'est détourné par Bentil qui marque son premier but pour sa première titularisation. Au bout de 10 minutes, le 4-4-2, la composition classique de Paul Le Guen, donc des conditions idéales et en 10 minutes, ce coup franc Castelroussin détourné par Mathieu Gorgelin dans les pieds de Gilles Sounou et malheureusement, un partout, on se remet les pieds dans la gadoue et ça patine. Mathieu Billot du Foot Normand, qu'est-ce qui peut bien se passer dans les têtes et dans les jambes havraises quand il s'agit de jouer à domicile? Parce qu'on ne va pas se mentir, depuis le début de saison, c'est très compliqué à Océane. Oui, alors c'est peut-être une réflexion qu'on peut généraliser à l'ensemble peut-être des clubs de Ligue 2 et même des clubs français de Ligue 1. À domicile, en général, il faut plutôt faire le jeu. Face à des adversaires qui sont regroupés. Et forcément, c'est plus compliqué que de faire le jeu que d'essayer de jouer par transition rapide. Ce qui était la grande marque de fabrique du Havre la saison dernière. Donc Paul Le Guen l'avait un petit peu expliqué, qu'il voulait faire évoluer son équipe avec plus de possession, justement, je pense, pour pallier à ça. Sauf que pour le moment, ça n'est pas suivi. On a vu sur certains matchs, pas celui de samedi, mais sur les précédents, qu'effectivement, la possession, il l'avait, mais c'était souvent stérile. Ça débouchait pas sur des occasions et des buts. Et voilà. Et puis après, c'est Châteauroux, même si c'est une équipe qui est supposée jouer le maintien. Quand vous regardez son 11 de départ, il est loin d'être désintéressant. La Ligue 2 cette saison paraît, en tout cas sur cette première journée, extrêmement homogène. Et c'est pas parce que vous avez un nom ou des joueurs qui ont un CV antérieur que vous allez imposer votre supériorité présumée à l'adversaire. Le jeu, il ne l'impose pas, les Havrais, Gilles Duménil, mais ils ne sont pas pour autant efficaces. Point. On est quand même assez éloigné de ce que l'on pouvait attendre, non? Oui, c'est à partir du moment que tu décides de changer ton schéma tactique de transition en possession, ta possession doit être concrétisée par de nombreuses occasions de but. Et on n'a malheureusement pas assez d'occasions de but. Faut se rappeler que en souvenir du match de Guingamp, qui était à la 4e journée, on avait tiré plus au but que lors des 3 premières.
ce qui était quand même significatif de ce que pouvait donner une conclusion. Alors, un 4-2-3-1 un peu imposé par un manque d'attaquants, Raïd Boutaïb qui signe, qui au final libre ne joue pas, mais tu tentes quand même ton 4-4-2. Il faudra de toute façon avoir plus de tirs. Il y a eu un peu plus de tirs, mais tu restes encore pas assez dominant dans le jeu pour pouvoir espérer continuer comme ça de manière sereine. Si tu es toujours à l'abri de te prendre un but un peu idiot. Adrien Casanova, comment on fait pour enfin trouver les failles dans les défenses adverses? Alors, on parlait peut-être d'un manque de qualité, on parlait du fait que Tino Kadewere n'avait pas été remplacé, sa percussion, sa qualité technique, mais il n'y a quand même pas que ça. Non, c'est sûr, il n'y a pas que ça. Après, je pense que déjà, il va falloir que Le Havre arrive aussi à trouver un 11 régulier. Là, ça arrive depuis le début de saison. On se contente d'avoir Jamal Thiaré seul en pointe. Je pense qu'il faut peut-être une attaque différente avec justement un peu plus de soutien, parce que depuis le début de saison, on a souvent trouvé Jamal seul un petit peu à courir un petit peu dans tous les sens et faire des appels à droite, à gauche. Là, justement, Paul Le Guen a essayé pour la première fois de la saison un 4-4-2, essayer d'innover un petit peu et puis de proposer autre chose avec Godwin Bentil justement à ses côtés. Ça a fonctionné entre guillemets sur la première mi-temps, mais c'était très très poussif. Et puis surtout, en fait, Jamal Thiaré est malheureusement sorti sur blessure. Donc bon, il va falloir en fait réussir à aligner un 11 qui trouve des automatismes toutes les semaines. Alors là, on va attendre de voir comment ça évolue. Est-ce que Jamal Thiaré va pouvoir revenir contre Dunkerque? Ça, ce n'est pas encore sûr. Est-ce que Khalid Boutaïb va enfin être libéré de ses soucis administratifs avec son club égyptien de Zamalek et pouvoir être titularisé? Ce n'est pas sûr non plus. Mais oui, je pense que Paul Le Guen a besoin de trouver un 11. Pareil, même sur le milieu de terrain, au-delà de l'attaque, on a vu qu'il cherchait encore. Il a testé Ben Mohamed dans l'entrejeu à côté de Lekal. Il a basculé Basque sur le côté gauche. On sent qu'il cherche encore, qu'il n'a pas encore trouvé en tout cas son 11 type. Et je pense que voilà, le HAC a besoin de ça, a besoin de trouver de la régularité, un 11 type et un 11 qui est capable d'enchaîner les succès et puis les performances. C'est peut-être ça dont le Havre a besoin pour justement aller dans l'opposé de cette inconstance qu'on retrouve depuis plusieurs semaines. Mathieu Billot du Foot Normand, c'est ça l'idée, c'est que Paul Le Guen est en pleine recherche encore aujourd'hui et après cette journée de championnat? Oui, alors après, peut-être que les circonstances ont fait que les recherches n'ont pas beaucoup avancé. Quand sur les 5 premières journées, il y en a 4 que vous terminez à 10 contre 11. C'est pas forcément évident, avec les suspensions que ça engendre derrière. Faut rappeler aussi les blessures de Pierre Gibaud et Quentin Cornette pendant la préparation, qui ont du coup manqué là ou les 2 premières journées. Il y a pas mal de faits. Là, vous évoquez le coach qui passe en 4-4-2. À la mi-temps, vous avez 2 blessés avec Thiaré et aussi Meras. Ça vous change tous vos plans initiaux. Donc voilà, donc après, oui, il cherche. Enfin, c'est un petit peu normal, c'est aussi son travail. On critique souvent les entraîneurs quand ils changent rien, mais on les critique aussi quand ils changent. Donc c'est un peu un cercle sans fin. Voilà, il faut que cette équipe du Havre trouve son identité avec beaucoup de changements à l'intersaison. On l'a souvent évoqué, avec 6-7 départs. Donc maintenant, on est à 5 arrivés, si je ne me trompe pas. Donc il faut que ça prenne un petit peu de temps. C'est que la 7e journée, pas encore péril dans la demeure. Il y a 3 points de retard sur la 3e place. Voilà. On est trop pressé, Gilles Duménil? C'est ça l'idée? C'est pas vraiment qu'on est trop pressé, mais on aimerait bien, quitte à être dans un peloton, on dit toujours en cyclisme, vaut mieux toujours être en tête du peloton que derrière, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise chute au milieu et d'une cassure. Donc c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sent pas de toute façon dans cette équipe une équipe dominatrice au point de dominer le championnat, les 2 premiers du championnat, qui peut par contre donne vraiment une vraie impression d'être taillé au moins pour être des prétendants. Le HAC, cette année, c'est beaucoup trop inconstant et c'est pas assez décisif et flamboyant pour qu'on puisse se dire cette année, oui, cette équipe-là est taillée pour la montée. Il va vraiment falloir. C'est déjà votre avis, ça, messieurs, Mathieu Billot et Adrien Casanova. Vous êtes de l'avis de Gilles Duménil à dire voilà, cette équipe-là, elle laisse pas transpirer un potentiel pour aller chercher quelque chose? Qui veut répondre? Allez-y. Il y a une différence entre tailler pour la montée et aller chercher quelque chose. L'équipe du Havre. Alors vous la sentez taillée pour une éventuelle montée, cette équipe du Havre, Mathieu, vous, après cette journée? Partie d'un peloton d'équipes qui en comprend peut-être une dizaine, voire une douzaine, qui est candidat au top 5. Voilà. Maintenant, allez me citer aujourd'hui, après cette journée, une équipe dont vous êtes certain qu'elle finira dans les 5 premiers ou dans les 2 premiers. Moi, je vous défie de le faire et je vous défie de réussir surtout. Voilà, donc c'est un outsider parmi tant d'autres.
Et il est un peu tôt pour se faire une idée définitive. Puis à voir sur les 2-3 prochaines journées, jusqu'à la prochaine trêve, je crois que… Justement, Mathieu, vous me tordez parfaitement la perche. On en a parlé la semaine dernière dans cette émission. Les 3 matchs qui arrivent pour le HAC. Alors, il y en a déjà un de passé face à Châteauroux, c'est match nul, un but partout. Il y a le déplacement à Dunkerque qui va se profiler. Ce déplacement à Dunkerque, c'est un deuxième parmi 3 matchs face à des équipes qui sont prétendantes au maintien. Alors, il y a eu un match nul contre Châteauroux. On ne pourra pas se contenter d'un match nul. C'est ça l'idée, Gilles Duménil ? Le problème, c'est que Dunkerque, c'est une équipe qui tourne bien en ce début de saison. Donc, la problématique de Dunkerque, c'est que le match nul à Dunkerque peut être acceptable, mais à condition de le valoriser à tout prix par une victoire face à Pau. Et c'est surtout que s'il n'y a pas victoire contre Pau, là, par contre, il y aura quand même de grosses questions à se poser. Parce que Pau ne réussit pas. Le départ de Bruno Herles leur a fait beaucoup de mal, autant qu'il a fait beaucoup de bien à QRM. Mais s'il n'y a pas à minimum 4 points, donc un nul à Dunkerque et une victoire face à Pau, ça va commencer à minimum à grincer des dents sur les résultats et on ne pourra pas se cacher derrière son petit doigt. Alors, rentrons dans les comptes, justement. Adrien Casanova, vous avez fui la réponse et fait la passe à Mathieu Billot il y a quelques instants. Là, maintenant, c'est à vous de répondre. Elle est finalement logique, cette règle de calcul. C'est à minima une victoire, un nul dans les 2 matchs à venir, cette fois ? Clairement, oui, sur une semaine à 3 matchs comme ça, comme on en parlait, enfin pas une semaine à 3 matchs, mais sur les prochains matchs, on avait parlé la semaine passée de 7 points qu'il faudrait prendre, 1 point à l'extérieur et puis 2 victoires à domicile. Il n'y a pas eu ces 3 points à domicile, donc là, oui, on est dans l'attente d'au moins un nul et une victoire, si ce n'est 2 victoires, parce que Le Havre, là, actuellement, comme on le disait, on est sur une Ligue 2 qui est totalement homogène. Le Havre n'est pas décroché, malgré des résultats en demi-teinte. Le Havre n'est qu'à 3 points du podium, donc oui, il y a encore des chances de se relancer, mais il faut tout de suite enchaîner des résultats. Avec une victoire et un nul, Le Havre pourrait peut-être potentiellement se replacer. 2 victoires, clairement, Le Havre remonterait sûrement dans le top 5. Donc oui, c'est le moment en tout cas important pour rebasculer, encore une fois, puisque les adversaires n'ont pas forcément profité de ça, encore une fois, pour se replacer et essayer d'accrocher le bon wagon. Ouais, d'accrocher le bon wagon, ça va être l'objectif, et d'éviter la cassure dont parlait Gilles Duménil tout à l'heure, Mathieu Billot. Cette cassure, on sent bien qu'après 9-10 journées, elle va avoir lieu si les résultats ne s'améliorent pas pour le Havre. De toute façon, c'est mathématique. Plus vous avancez dans le championnat, plus le risque de cassure est important si vous ne vous trouvez pas dans le wagon de tête, ça c'est sûr. Et ce qui est souvent le cas pour effectivement le Havre, qui se trouve souvent dans le deuxième wagon, plutôt entre 6 et 10 qu'entre 1 et 5. Donc effectivement, ça vous oblige après à faire la course derrière. C'est jamais évident, mais on peut prendre l'exemple de la saison dernière. Une équipe comme Lorient qui a caracolé en tête pendant toute la saison jusqu'au moment de l'arrêt. Le mois avant la mise en place du confinement, elle était quasiment à l'arrêt. Et on serait bien curieux de savoir ce qui serait passé si on avait été au bout du championnat. Donc voilà, ça peut aller très très vite. On le sait bien, cette victoire à 3 points, les séries, tout peut s'inverser. Après, il faut essayer, effectivement, tant que vous n'avez pas votre forme, votre 11 optimum, de réduire l'écart avec le quintet de tête. Qu'est-ce qui fera, et on va terminer là-dessus sur la partie HAC avec vous, Gilles Duménil d'actu.fr, est-ce que vous avez une idée, une interprétation de ce qui fera le potentiel bon résultat des Havrais en premier lieu, selon vous, si bon résultat il peut y avoir du côté de Dunkerque? Le changement de système, l'impact offensif, la qualité défensive, qu'est-ce qui fera la différence? Déjà, peut-être la qualification ou non de Ralid Boutaïb, mais ça s'annonce compliqué. Donc, on repartirait dans un 4-5-1 avec Godwin Bentil seul en pointe. Et là, on va allumer tous les cierges possibles pour qu'il ne se blesse pas. Parce que là, pour le coup, derrière, il n'y a vraiment plus personne. À part Hervé Basile. Mais Hervé Basile, qui est lui aussi abonné à l'infirmerie depuis son arrivée au HAC. Et puis non, surtout déjà un état d'esprit retrouvé et de l'efficacité dans les phases offensives. C'est ça qui manque, de l'efficacité. Réussir à pouvoir marquer sur 2 ou 3 occasions, c'est vraiment ce qui manque au HAC. Si on réussit enfin à avoir ce ratio but-occasion, peut-être que là on pourra espérer quelque chose. Sinon, une fois de plus, ce sera compliqué.
Rendez-vous ce week-end donc pour ce déplacement des Havrais du côté de Dunkerque. Demain, mercredi, on aura droit à l'autre partie de l'actu foot en Normandie, à savoir le tirage du 6e tour de la Coupe de France, messieurs. Alors Adrien Casanova, en tant qu'éminent spécialiste des clubs amateurs avec le Courrier Cauchois du côté de la Haute-Normandie, déjà, allez, on va vous demander très simplement votre top et votre flop de ce tour-ci pour les clubs hauts-normands dans ce 5e tour de Coupe de France. Le top, je vais dire l'Olympique Pavillier, puisque Pavilly a une fois encore réussi à déjouer le piège adverse d'une équipe de R3. Pourtant, ça a été compliqué. On est tombé sur un vrai match de coupe avec un public qui a chanté du début à la fin, des poteaux de Mériens qui n'ont rien lâché, des poteaux de Mériens qui ont même ouvert la marque en première période. Pavilly, mené à la marque à la mi-temps, aurait pu au fil des minutes se désolidariser, se désunir. Mais justement, les hommes d'Emmanuel Hutot sont toujours restés concentrés. Ils ont réussi à revenir à la marque à 20 minutes du terme. Et puis, dans les arrêts de jeu, juste à quelques secondes de la séance des tirs au but que tout le monde attendait, Lucas Lebourg a finalement offert la qualification à Pavilly. Et c'est vrai que depuis le début, en fait, ils sont constants. Ils ont joué 4 équipes de R3 depuis leur entrée en lice. Et à chaque fois, ils ont réussi à être solides. On sait que c'est jamais évident des déplacements comme ça à l'extérieur face à des équipes qui donnent leur corps et âme sur ces rencontres. Et voilà, Pavilly continue son bout de chemin. Ça serait mon top. Le flop, je vais dire Bolbec. Alors pour l'instant, il y a encore une réserve sur la rencontre. On attend de voir comment ça va évoluer. Mais oui, mais sur le terrain, elle a été perdue, en tout cas par Bolbec. Exactement. Sportivement, ils ont perdu la rencontre 1-0 face à un adversaire qui était inférieur. Pour le coup, Bolbec, qui est candidat à la montée en Régional 1, qui affiche des ambitions depuis le début de saison, c'est une petite déception. On les voyait aller un petit peu plus loin dans cette compétition. Alors, en attendant le tirage, même question pour vous, Mathieu Billot. Votre top et votre flop de cette Coupe de France, ça peut être les mêmes qu'Adrien Casanova. Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. Non, on peut toujours dans l'équipe, peut-être les tops, on peut réunir les deux clubs rouennais pour une fois. Avec l'idée de. Vous prenez quand même un risque. Hein. Enfin là, dans l'idée, vous prenez un risque quand même. Moi, je vais pas me mettre entre les deux. Mais on va dire qu'ils ont fait respecter la hiérarchie. C'est pas toujours évident, comme l'a dit Adrien. Donc QRM qui allait s'imposer sur la pelouse de Dives et le FCR qui s'est imposé sur la pelouse de Romilly. Donc c'est pas forcément. Ça a été fait avec sérieux, ouais. Ça a été fait. C'est fait avec sérieux. C'est fait globalement sans trop de frayeur des deux côtés. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça laisse la perspective d'une confrontation entre les deux clubs au prochain tour. Ah, ça fait partie effectivement parmi les 14 clubs qualifiés. Il y a potentiellement, parce que c'est le premier tour où il y a tirage intégral aujourd'hui dans ce 6e tour, et il y aura évidemment la possibilité d'un derby QRM FC Rouen. Gilles Duménil, je termine avec vous. Votre top et votre flop de ce 5e tour de Coupe de France en Haute-Normandie, quels sont-ils ? La qualification de Gonfreville. Je suis content de voir que le SMGO continue bien son parcours, qui avait été beau l'année dernière. Donc, même s'ils eux aussi ont fait respecter la hiérarchie à domicile, ça fait toujours plaisir. En flop, je n'aurais pas trouvé vraiment. Moi, peut-être que si à l'inverse de QRM qui a respecté avec ampleur, peut-être que j'aurais attendu peut-être du FCR qu'il y ait 1 ou 2 buts de plus, mais bon, on connaît les difficultés en ce moment, on serait dit peut-être qu'ils serait refait la cerise en Coupe de France. Ça, c'est le service minimum, mais j'ai pas vraiment constaté de vrai flop dans ce tour. Et un petit salut à Cocrioville qui sort là avec les honneurs. C'était très beau. Il faisait partie effectivement des petits poussés de ce tour, les garçons de Cocrioville. Allez, j'ai bien compris que le match de rêve en pronostic pour le prochain tour de Mathieu Billot, c'est donc FC Rouen QRM. Le vôtre, Adrien Casanova, ce serait quoi ? J'avoue que j'ai pas encore réfléchi au tirage. Non, mais ne réfléchissez pas, laissez parler votre cœur. Allez, une grosse affiche pour Pavilly, ça serait pas mal. Recevoir un gros à la maison, ce serait un tirage sympathique. Et si je peux me permettre, je reviens aussi sur ce 5e tour. Il y avait un quasi top avec l'US Luneray qui a quand même réussi la performance d'accrocher Évreux pendant 85 minutes. Et puis finalement, ils ont cédé 86e, 89e. Ouais, exactement. C'est pas de chance pour Luneray. Bon, alors, Pavilly contre un gros, je vais terminer avec vous, Gilles Duménil d'Actu. Votre match de rêve, ce serait lequel pour ce tour suivant ? Le match de rêve, c'est celui que Mathieu a évoqué. Forcément, ce serait
le derby rouennais. Et moi, personnellement, j'aimerais bien que le FCR aille à Évreux. Parce que Évreux fait vraiment un joli parcours en Coupe de France. Le FCR à la Madeleine, ça serait un très beau match. Allez, c'est noté, messieurs. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Merci à vous, à Mathieu Millot du Foot Normand. Et grand merci à Gilles Duménil d'actu.fr. Podcast, les activistes sont à retrouver chaque semaine également. C'était une première réussie en vous remerciant qui en appellera bien d'autres. Gilles, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Rendez-vous évidemment ce week-end pour Dunkerque-Le Hac. Et n'oubliez pas, dès demain sur tendanceouest.com, le tirage du 6e tour de la Coupe de France. Bonne semaine à tous. Salut.